Hey! Bonjour les confinés. Alors j'espère que ça va bien de votre côté. Moi de mon côté, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable et depuis le début du confinement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuisiné, j'ai déshydraté et j'ai empaqueté sous vide plus de 125 repas pour mes randonnées 2020. Alors pour vous donner un exemple, ici j'ai un chili à l'ours, ici j'ai un riz au curry et faisan. Bref, je vais super bien manger, donc je fais ça depuis le début du confinement. Là, j'avoue que j'en ai un peu marre. Alors, j'ai décidé de vous faire 4 petites vidéos. En réalité, ce ne sera pas des petites vidéos, ça risque d'être assez long parce que, habituellement, je les fais à l'extérieur, donc je me contente de vous parler du matériel que j'ai. Mais là, l'avantage, parce que c'est un mal pour un bien qu'on soit à l'intérieur, que je sois confiné à la maison, c'est que je vais pouvoir vous parler de la généalogie ou de la genèse ou des origines de chacune de mes pièces d'équipement. Donc, on va voir non seulement la pièce d'équipement comme telle, mais comment j'en suis arrivé là, quel chemin j'ai pris pour en arriver là. Parce qu'il faut savoir que l'ultra léger, c'est vraiment un work in progress. On cherche le meilleur rapport qualité, parce qu'il faut que la pièce d'équipement fasse la job. Poids, parce qu'on l'a ses épaules, mais surtout volume. Parce qu'on ne veut pas non plus avoir un sac à dos. Je regardais le film Wild hier avec Reese Witherspoon. Et puis, son pack-sac, c'est drôle parce que son trail nickname, c'était Monster à cause de son pack-sac qui faisait 2 fois sa grosseur. Donc, c'est important que la pièce d'équipement fasse la job, qu'elle soit légère, puis qu'elle prenne le moins de place possible. Donc, on va voir, grosso modo, mon équipement dans ces 4 petites vidéos-là que je vais vous proposer. La première, celle que je fais aujourd'hui, c'est sur mon matériel de pêche. Je vais en faire une deuxième sur mon matériel de chasse ultra léger. Puis les 2 dernières, ça va être sur mon matériel de base, mais que je sépare en 2. Il va y avoir le Big Tree dans la première capsule. Le Big Tree, c'est l'abri, c'est le sac à dos, puis c'est le couchage. Sac de couchage, matelas, oreiller, tout ça. Puis la 4e vidéo, ça va être le restant du matériel. La cuisine, le linge, le DT bag, l'électronique, tout va être dans la 4e vidéo. Donc, on va commencer par le matériel de pêche, que voilà. Mon coffre à pêche est là. Ici, j'ai mes waders, naturellement ultra léger, ultra packable dans ce cas-ci. Ici, j'ai mon embarcation. Ici, j'ai le matériel général, donc la pompe, les palmes, il y a mes souliers d'eau là-dedans, il y a mon épuisette. Puis ça, c'est ma canne. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi c'est pacté comme ça. Il faut savoir que ces 3 sacs-là ici, c'est des sacs qu'on appelle des dry bags en bon québécois. Des sacs totalement étanches, imperméables. Pourquoi je mets ça dans des sacs imperméables? C'est simple à comprendre. Si mon halo-flottaison et mes waders ne sont pas dans un sac étanche, qu'est-ce qui arrive? Bien, tout le contenu de mon pack-sac risque de prendre l'eau. Ça, c'est pas grave. Ce sac-là, il est strappé en dessous de mon pack-sac. C'est pas grave, ça, que ça prenne l'eau. Ah oui, j'ai pas dit au début quelque chose de très important. Il faut savoir que quand j'ai commencé à faire de la rando le printemps dernier, mon matériel de pêche pesait 18 livres, ce qui est énorme. Donc, j'ai rasé des grammes, j'ai rasé des livres. Bref, j'ai descendu le poids de mon matériel de pêche à 10 livres, ce que je trouvais génial. Puis après ma saison de chasse, je me suis donné comme objectif de passer de 10 livres à 8 livres, de raser encore 2 livres, ce qui est énorme parce que j'avais déjà rasé pas mal. Puis j'ai réussi non seulement à raser 2 livres, mais j'ai rasé 3 livres, je suis rendu à 7 livres. Donc tout mon matériel de pêche au complet pèse 7 livres. Puis vous allez voir que tous les détails comptent. Donc, on parlait des sacs. Alors, quand j'ai commencé à ma première rando, mes sacs étanches que j'avais, c'était ces sacs-là ici. C'est des sacs MEC, des dry bag MEC, très très bons sacs étanches. Rien à dire contre ces sacs-là. Ça faisait la job parfaitement. Ça, c'est un 10 litres. Pareil comme ce sac-là d'ailleurs. Lui, c'est un 10 litres aussi. Mais ce sac-là pèse 85 grammes. C'est énorme. C'est pratiquement un quart de livre, juste pour un sac. Ce sac-là ici pèse exactement 30 grammes pour un 10 litres. Même chose. Donc, je sauve 50 quelques grammes juste avec le sac. Ça, c'est des sacs, c'est un matériau qui est fantastique. Ça s'appelle du Dyneema ou du DCF, Dyneema Cuben Fiber. Vous allez trouver ça. Il y a de plus en plus de compagnies qui offrent des produits, des tentes, des sacs à dos. D'ailleurs, mes tentes, j'en ai une ici. Ben, j'en ai toutes mes tentes à cette heure, à une place. Ça, c'est ma 2 places. Regardez, ça pèse rien. Je pense que ça pèse 600 grammes, 680 grammes. Le Dyneema Cuben Fiber, c'est étanche à 100%. C'est très résistant, ça pèse rien. Donc, j'ai vraiment sauvé beaucoup de poids juste en changeant mes sacs. Puis pour celui-là ici, donc j'avais ça au début.
un sac, je crois que là-dedans, il y avait des waders. C'est un vieux sac qui traînait dans ma cave. Puis ce sac-là pèse 85 grammes. Puis je me disais, c'est en filet, donc c'est léger et tout. Mais non, parce que je me suis rendu compte que le matériau le plus léger, à part naturellement le DCF, c'est le nylon. Puis j'avais une vieille tente en bas, une tente Mountain Hardware, 2 places, elle était rendue au bout du rouleau. Donc j'ai jeté la tente, puis j'ai pris le sac, qui est parfait pour rentrer mes affaires. Donc je suis passé de 85 grammes, ce sac-là pèse 43 grammes. Donc moitié plus léger, puis ça fait la job parfaitement. Donc voilà pour les sacs. On va commencer maintenant, on va ouvrir les sacs. Puis on va y aller avec chacune des pièces d'équipement. Puis je vais commencer par la pièce principale. Je vais commencer par l'anneau de flottaison. Pourquoi je dis que c'est la pièce principale? C'est très simple, c'est que les sentiers que je fais en randonnée, c'est des sentiers qui sont strictement réservés aux randonneurs. Au Québec, c'est inconcevable parce que on voit un sentier, si on a un VTT, puis on monte au lac, ça va être à 12 km, on y va. On peut y aller en vélo ici si on veut, on peut y aller en motocross si on veut. Mais où je vais, aux États-Unis, ces sentiers-là, les sentiers que je fais, c'est des milliers et des milliers de kilomètres, sont strictement réservés aux randonneurs. Même les autorités, même les rangers, vont pas là en véhicule. Même ceux qui font l'entretien des sentiers avec des chainsaws, ils vont là à pied. C'est la loi pour tout le monde. Donc on a la grosse paix. Jamais on va se faire réveiller le matin par un moteur ou un motocross ou un VTT. Là-bas, c'est strictement réservé aux randonneurs. Naturellement, les randonneurs qui font ces sentiers-là, leur objectif principal, c'est d'avaler des kilomètres. Eux, ils se lèvent le matin, ils prennent un café sur le pouce, ils rapaillent leur patente, puis ping, ils repartent. Puis leur objectif, c'est de faire 25 km, 30 km par jour. Le soir, ils arrivent à noirceur, ils bouffent, souvent ils vont manger cold soap qu'on appelle, c'est du déshydraté, mais qui va avoir déshydraté 2 heures de temps froid dans un plat hermétique. Dans leur pack-sac, ils vont manger ça fret, ils vont se coucher, ils vont rapailler le lendemain matin, puis ils vont repartir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avaler des kilomètres. On les appelle les true hikers. Moi, ce que je fais, c'est que je me faufile à travers ces randonneurs-là. Puis, moi, mon objectif, c'est pas d'avaler des kilomètres, mon objectif, c'est de pêcher. Donc, à chaque fois que je vois un plan d'eau que je trouve intéressant, je vais arrêter, je vais piquer ma tente, je vais y rester une journée complète, 2 journées, pourquoi pas, parce que moi, mon objectif, c'est pas de sortir 3000 km plus loin. Je me suis donné un objectif de, je sais pas, moi, 70, 80, 150 km, mais je sais quand je rentre, mais je sais pas quand je sors, parce que quand je vois un plan d'eau qui m'intéresse, un plan d'eau poissonneux, je vais passer le temps que ça va prendre. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est la pêche. Puis, mon embarcation, c'est super méga important parce que ces randonneurs-là qui avalent des kilomètres et des kilomètres, la plupart ne pêchent pas. Donc les plans d'eau que je rencontre sont pratiquement vierges. Il n'y a pratiquement personne qui pêche ces plans d'eau-là. Il y a quelques randonneurs, 3 randonneurs sur 100 ont une canne à pêche. Une canne à pêche vraiment de base, puis ils vont pêcher du bar. Donc, ces gens-là, ils vont prendre du poisson au printemps, c'est certain. Pour eux autres, c'est la fiesta, parce que, naturellement, l'eau se réchauffe plus rapidement sur les bords, donc les truites viennent sur les bords. Mais aussitôt que les conditions printanières disparaissent, ces gens-là prennent plus de poisson. Tandis que moi, yes, avec mon embarcation, j'ai accès à tout le lac. Donc, je peux aller pêcher où je veux, comme je veux, quand je veux. J'ai même un petit sonore, on va le voir dans mon équipement, un petit sonore qui fait 100 grammes. Donc, je peux vraiment pêcher comme si j'étais sur n'importe quel lac accessible en camion, grâce à mon anneau de flottaison. Donc maintenant, on va voir, je tasse tout ça, je sors mon anneau de flottaison, puis je vous montre qu'est-ce que ça a l'air tout ça. Donc voici les 2 anneaux de flottaison. On va commencer par voir le Backpacker Pro. Donc le Backpacker Pro est un anneau de flottaison ultra léger qui pèse seulement 3 livres et 6 onces. C'est vraiment phénoménal. C'est un anneau de flottaison qui peut prendre un gaillard de 300 livres. Il est très confortable, très résistant. Moi, quand j'ai commencé à pêcher un anneau de flottaison, ce que j'avais comme embarcation à l'époque, c'était vraiment des chars d'assaut. C'était des anneaux de flottaison qui pesaient pratiquement 20 livres, l'anneau de flottaison. Quand j'ai acheté mes premiers anneaux de flottaison personnels, j'avais un peu peur à l'époque. Je me disais, payer si cher pour de l'ultra léger, alors que c'est plus fragile naturellement, ça risque de percer plus facilement, ça va s'user plus vite, etc. J'avais tout faux. J'avais vraiment tout faux. Ces anneaux de flottaison-là sont super résistants. Cet anneau de flottaison-là a pêché pratiquement pendant toute la saison l'année passée, parce que même quand j'ai changé d'anneau de flottaison, j'avais des invités à qui je le prêtais. Pas un égratignure, les baudruches n'ont pas percé une seule fois.
il est comme neuf, il est pratiquement neuf. Donc c'est vraiment très solide, en tout cas plus solide que je pensais. Ça m'a vraiment impressionné. Donc on va le voir un peu en détail. Ici dans le dos, on a une super grande poche pour mettre l'imperméable, le lunch, etc. Ici, de chaque côté, on a des belles grandes poches également pour mettre du matériel à pu finir. On a le panier ici avec la règle pour mesurer ses poissons. Le siège, il y a de l'antidérapant. On a quoi ici pour mettre la canne quand on va avoir les mains libres. On a des D-rings. De chaque côté. Il y a 4 D-rings sur l'anneau de flottaison. Très, très, très résistant. Comme je vous dis, je n'ai pas changé la baudruche. Vous pouvez voir, tout est encore intact dessus. Donc, c'est vraiment un anneau de flottaison que je recommande sans hésiter. L'avantage, quand c'est ultra léger, c'est qu'il est plus bas sur l'eau. C'est pas mes autres anneaux de flottaison, c'est des lazy boys. Il y a ça qui dépasse. Quand ils ventent, le vent pogne dedans, donc ça devient beaucoup plus difficile à palmer contre le vent. Il y a la rapidité aussi qui compte. Avec ces anneaux de flottaison-là, ultra légers, je donne un coup de palme, puis je vire à 180 degrés en un battement de cils. C'est vraiment... je suis en train de pêcher, boum, j'entends plop en arrière, une truc qui vient de sauter. Je lance ma mouche en moins de temps qu'il en faut pour crier ciseaux. C'est très facile à contrôler sur l'eau. Puis aussi, c'est plus rapide. Tu sais, quand tu donnes des coups de panne, tu avances avec ça. Alors qu'avec les gros lazy boys, il y a plus de surface sur l'eau, ils sont plus gros, ils pognent dans le vent, comme je disais tantôt. Fait que des fois, tu pannes, puis ça avance pas comme tu veux. Alors qu'avec ça, vraiment, tu as de la rapidité, tu as du contrôle. Donc voilà pour le Backpacker Pro. Maintenant, on va voir celui pour lequel j'ai changé. Donc, c'est celui-là ici, qui est pratiquement, comme vous pouvez voir, pareil. Il n'y a pas une grosse différence, mais les gens qui ont cette compagnie-là, Wilderness Light, en passant, c'est une compagnie de l'Iowa aux États-Unis. Les gens qui ont cette compagnie-là, c'est des fanatiques d'ultra léger. Donc, ils ont décidé de prendre le Backpacker Pro, puis de raser le plus de grammes qu'ils pouvaient dessus pour en faire une version light, une version 2.x, comme ils disent. Donc, c'est vraiment génial. Parce que, j'ai peut-être pas dit tantôt, on a vu les deux anneaux de flottaison empaquetés. Vous avez vu qu'il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre. Il faut dire que celui-là ici, l'autre pèse 3 livres et quart, celui-là ici pèse 2 livres et 14 onces, donc 2 livres 3 quarts à peu près, donc on sauve une demi-livre, mais surtout, le Backpacker Pro se compacte dans un sac, puis il prend 9 litres de volume, alors que lui prend seulement 7 litres de volume. Donc on sauve 2 litres dans notre sac à dos, ce qui est vraiment intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, plus que pour la demi-livre, mais on a le meilleur des deux mondes avec cet anneau de flottaison-là. On sauve une demi-livre, puis en plus on gagne 2 litres de volume dans notre pack-sac. Donc c'est vraiment fantastique. Donc, je vous explique un peu comment ils ont fait pour raser des grammes dessus. Premièrement, ils ont enlevé la poche dans le dos, puis ils ont enlevé la poche comme ça ici. De toute façon, quand tu es en ultra léger, tu n'as pas besoin de 3 millions de poches, c'est ridicule. Dans cette poche-là ici, mon imperméable ultra léger rentre, mon lunch rentre, puis facilement mon coffre à pêche que vous avez vu tantôt rentre. C'est en masse. Donc, ils ont enlevé cette poche-là, ils ont enlevé cette poche-là. L'antidérapant sur le siège, on l'a vu tantôt, ils ont mis seulement 2 bandes. Ça fait la job parfaitement. Ils ont enlevé des D-rings aussi. De ce côté-là, il n'y en a plus du tout. De ce côté-là, il y en a seulement qu'une, ce qui est amplement suffisant. Pour la canne, ils ont fait passer les velcro de 1 pouce de large à 1 cm de large. Mais ça fait la job pareil. On met la canne là-dedans, on peut dîner, on peut manipuler le poisson sans problème. Pour le reste, il n'y a rien qui a changé. Donc, 2 excellents anneaux de flottaison. Moi, je ne reviendrai pas en arrière. Je ne reviendrai pas avec le Backpacker Pro. Je le prête à mes amis. Ils sont enchantés. Mais depuis que j'ai découvert le 2.x, c'est mon anneau de flottaison. Je vous invite à aller voir leur site Internet. Il y a pas mal tout ce que vous avez besoin de savoir est sur leur site Internet. C'est fiable au bout. C'est du bon monde. C'est vraiment des bons gens. Vous allez commander l'anneau de flottaison, puis 2 semaines après, vous l'avez. Là, maintenant, on va voir l'autre pièce d'équipement qui va avec l'anneau de flottaison, qui est consubstantielle à l'anneau de flottaison finalement, c'est les waders, bien sûr. Alors, voici les waders que j'utilise aujourd'hui. Waders fantastiques, ultra packable. Mais pour en arriver à ces waders-là, il y a eu un cheminement également, donc on va le voir. Donc, première paire de waders que j'ai utilisé dans le temps que mon matériel de pêche pesait 18 livres, c'est mes waders de tous les jours. Les waders que j'utilise quand je vais pêcher normalement avec mon véhicule. Donc, c'est les fameux Sonic Pro HDZ. HDZ, le Z pour
Le zipper, naturellement, quand on connaît le zipper, on peut plus s'en passer. C'est des 4 couches dans un premier temps. Ils sont en nylon avec un traitement dessus durable water repellent. À l'intérieur est un matériel plutôt hydrophile. Pourquoi hydrophile? Parce que si on met une goutte sur le matériau, la goutte va prendre de l'expansion, elle va s'étendre de telle sorte que l'évaporation va se faire super facilement. Donc c'est pour ça qu'ils respirent, c'est des waders qui respirent super bien. Il y a des grandes poches à l'intérieur pour mettre des boîtes à mouches, il y a des poches à l'extérieur, une petite bande ici qu'on peut mettre nos petits outils, des poches, c'est très intéressant, des poches avec du polar à l'intérieur, quand il fait froid on peut se réchauffer les mains dans ces poches-là. Il y a des poches hermétiques, les chaussons en néoprène ont 4 mm d'épaisseur. C'est vraiment des waders fantastiques, ceinture large, bretelles larges, très confortables. Les waders sont parfaits, mais pas pour ce que je fais, pas pour faire de l'ultra léger naturellement. Ces waders-là pèsent 1,3 kg. C'est énorme, là. Donc je me suis dit, il y a sûrement moyen d'avoir des waders qui vont être plus légers que ceux-là. Puis effectivement, j'ai trouvé ceux-là ici, qui sont de la même compagnie, de Redington. Puis ça, c'est leur waders d'entrée de gamme. Le modèle Crosswater. Ils en font même pour les jeunes, pour les enfants comme ça. Donc, c'est entrée de gamme, donc moins résistant. Le matériel, c'est du 3 couches seulement. Mais en quelque part, quand on est en anneau-flottaison, on s'en fout de ça. Parce qu'on ne marche pas dans le bois, on ne marche pas dans les ronces, on est pratiquement tout le temps dans l'anneau-flottaison. Pareil pour les chaussons de néoprène, c'est pas du 4 mm, je pense que c'est du 2,5 mm. Déjà, à la base, ces waders-là pesaient presque 2 fois moins que mes Sonic Pro. C'était déjà un gros progrès. Mais ce que j'ai fait, je les ai modifiés pour encore sauver plus de poids. Donc tout simplement, j'ai coupé les gravel guards. Donc j'ai sauvé des grammes comme ça. Deuxièmement, j'ai viré la ceinture. Puis troisièmement, il y avait une poche à l'intérieur ici, une poche flip-flop, ça. Je l'ai coupé aussi. Et finalement, les bretelles, il y avait des bretelles, je les ai ici. J'avais ces bretelles-là après, des super belles bretelles, un peu comme sur mes Sonic Pro. Avec du velcro, tout est ajustable avec des grosses boucles, il y avait des grosses boucles sur les waders. Ce que j'ai fait, j'ai carrément coupé les grosses boucles de plastique qu'il y avait sur les waders, j'ai cousu à la main 2 petites bandes élastiques comme ça pour sauver le poids des bretelles. Fait que, résultat, ces waders-là, médium, j'ai réussi à les descendre à 593 grammes. Donc c'est vraiment une bonne façon de faire de l'ultra léger. J'ai passé toute la saison avec celle-là. Puis pendant l'hiver, quand j'ai commencé à cogiter, à essayer de voir comment je pourrais descendre encore plus le poids, j'ai fait une coupe de téléphone. Puis je suis tombé sur un de mes chums qui avait ça dans son garage. Je suis vraiment béni des gosses. C'est des waders qui sont toujours de la compagnie Redington. Alors, on va les voir ici. C'est le modèle Sonic Pro Ultra Packable que Redington ont fait une seule année, ou 2 peut-être, puis qui n'a pas marché. Donc, qui ont discontinué, qui ont arrêté de faire. Mais il dit, j'en ai une paire dans mon garage, si tu veux, ils sont à toi. Fait que je capotais. Je capotais littéralement. Naturellement, j'ai dit oui tout de suite. Puis, il me les a envoyés, puis je les ai modifiés un peu, mais il n'y avait pas grand modification à faire dessus, je vous avoue. Puis, il était déjà très léger. Il faut savoir, dans un premier temps, c'est des Sonic Pro. Donc, c'est 4 layers, c'est 4 couches. Donc, ils sont plus résistants que les Crosswater. C'est le fun parce que c'est moins stressant un peu. Regardez les chaussons de néoprène. Ils sont en néoprène dessous, les endroits clés, les endroits plus, on va dire, exposés. Mais le dessus, ils l'ont laissé en nylon. Donc, on sauve du poids comme ça. Mais par contre, c'est un néoprène de 4 mm. Donc, c'est un très, très bon néoprène. Donc, en fait, c'est des Sonic Pro, mais qui ont été conçus ultra packable pour prendre le moins de place possible, le moins de volume possible. La seule modification que j'ai faite, en fait, dans ces waders-là, c'est que j'ai viré la ceinture. J'ai viré, il y avait une poche dans la poche qui est très, très bien pensée, qui est une poche qui peut servir de coffre à pêche. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. C'est vraiment pour pêcher en anneau-flottaison. Donc, j'ai viré la poche. Avec les buckles, il y avait des boucles en plastique, là, on pouvait les clipper à l'intérieur. Puis les bretelles, j'ai pris mon ajustement, puis je l'ai cousu à la main. Ça l'a donné ça. Donc, j'ai réussi à descendre ces waders-là à 601 grammes. Mes Crosswater pèsent 593 grammes, donc ça vous donne une idée. Mais surtout, ce qui est le fun, c'est que pour ce 10 grammes-là, j'ai quelque chose de beaucoup plus résistant puis quelque chose de beaucoup moins volumineux
que les Crosswater. Merci Stéphane, je t'en dois une. C'est vraiment fantastique. J'ai juste hâte que la saison commence pour pouvoir les essayer. Donc voilà pour les waders. Maintenant, on va passer à la canne, tiens, pourquoi pas. OK, donc maintenant on va voir la canne. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la canne, le modèle de canne que j'ai choisi. Mais on va voir dans un premier temps comment j'ai emballé la canne, un peu comme j'ai fait avec le matériel tantôt. Donc le premier tube que j'avais, c'était ce tube-là ici, le tube d'origine. Très bon tube, en aluminium, très solide, ça protège bien une canne, mais ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir que si tu veux sauver du poids, il faut que tu vires ça au PC. Donc, pour vous donner une idée, ce tube-là pèse 373 grammes. Ça pèse presque une livre, juste le tube. Donc, j'ai été sur Internet, j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé un gars qui faisait un peu ce que je faisais, puis qui a trouvé l'idée de prendre une gaine de protection pour un tube fluorescent. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus long. C'est en vente chez Home Depot, Canadian Tire. Partout, ils vendent des tubes fluorescents. Donc c'est en plastique. Il y a des petits caps comme ça à chaque bout. Il y a des trous. On met un bout de tape à l'intérieur, un bout de tape à l'extérieur, tape électrique. Et puis ce côté-là, pareil, mais on tape ce côté-là complètement pour pas que le cap bouge. De telle sorte que quand on met le tube dans notre pack-sac sur la poche de côté, c'est cette partie-là ici qui est à l'extérieur. Donc si on accroche dans les arbres ou whatever, on ne perd pas le cap. Puis on le coupe à la longueur désirée avec un couteau à J-Pro. Puis voilà, on a un tube de canne qui protège très bien la canne. J'ai fait toute la saison au complet avec ça, puis ça a fait la job à la perfection. Donc il n'y a rien à craindre d'avoir un tube comme celui-là. Puis ce tube-là pèse seulement 64 grammes. Je l'ai personnalisé un peu, j'ai mis toutes sortes de petits collants. Puis voilà, j'ai passé l'année avec ça, puis la canne elle a été protégée à 100% pendant toute la saison. Cet hiver, pendant que je me creusais la tête pour essayer de raser le plus de grammes possible, j'ai décidé de peser ce tube-là avec tous les collants versus un tube pas de collant. Il y avait une différence de 10 grammes. 10 grammes, c'est 10 grammes. Donc, maintenant, je traîne ce tube-là. C'est sûr que c'est moins beau que ça, mais je chauffe 10 grammes. Oui, je suis obsédé, mais c'est comme ça. Donc voilà, maintenant on va voir l'étui en tissu, justement. Alors voilà. Alors, ça c'est un étui en tissu homemade que j'ai fait faire chez ma couturière. Ma couturière qui commence à me connaître pas mal parce que j'ai fait faire quelques projets au courant de l'année. Mais pour vous donner une idée, l'étui d'origine pèse 60 grammes. Je ne sais pas en quoi aller, je l'ai ici. Probablement du polyester, ou en tout cas c'est une matière qui a l'air quand même très solide. Mais ça pèse, cette patente-là, 60 grammes. Donc là, j'ai fait des recherches, un peu comme pour mes sacs, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, 60 grammes juste pour une étui. C'est ridicule, il y a sûrement moyen de me gosser quelque chose de plus léger que ça. Donc je suis allé chez Fabriqueville, puis je suis allé parler avec une petite madame, puis je lui ai demandé, c'est quoi le tissu le plus léger qu'il y a sur le marché? Fait qu'elle m'a dit le nylon. C'est là que j'ai appris pour le sac, là, pour les palmes et tout. Mais j'ai dit, il n'y a rien de plus léger que le nylon. Elle dit, oui, il y a la soie, mais c'est un petit peu moins résistant, mais la soie, c'est le plus léger. Fait que j'ai dit, OK, on va prendre un bout de soie. C'est comme ça que je suis arrivé à cet étui-là. Résultat, 12 grammes. Donc, j'ai sauvé 50 grammes juste en changeant l'étui de ma canne à pêche. C'est pas fantastique, ça? Alors voilà comment j'ai emballé ça. Maintenant, on va tasser tout ça. Puis on va parler de la canne comme telle. Alors la canne comme telle. Voilà la canne que j'ai choisi d'utiliser pour mes randos pêche. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont critiquer le choix que j'ai fait. Puis c'est normal. On ne pense pas tous pareil, on n'a pas tous les mêmes aptitudes, on n'a pas tous aussi la même façon de voir la pêche. Mais moi, c'est la canne que j'ai choisie. Donc c'est le modèle Igniter de Sage. C'est une canne de 9 pieds, soit 5, à action ultra rapide. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce modèle de canne-là. Dans un premier temps, pourquoi je n'ai pas pris une 3 puis j'ai pris une 5. Parce que j'aurais pu sauver, j'ai une 3 dans ma cave, j'ai une Sage X avec un moulinet exprès pour la 3. Puis je sauvais une affaire comme 38 grammes si je prenais la 3. Mais où je pêche, je vous ai expliqué tantôt au début de la vidéo en guise d'introduction, je vous disais que c'est des lacs qui sont pratiquement vierges, des lacs qui sont presque pas pêchés. Donc, il y a du gros poisson. L'année passée, j'ai pris des truites de 2 livres, 3 livres, 4 livres. Je ne dirais pas régulièrement, mais j'en prenais quand même assez souvent. Puis avec des grosses truites comme ça, ben, je suis bien désolé, mais avec une canne numéro 3, c'est pas toi qui es le boss, c'est pas toi qui mène, c'est elle qui mène.
Puis si c'est elle qui mène, les risques de bris ou les risques de décrochage sont plus importants qu'avec une canne qui a un petit peu plus de torque. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une 5. Je voulais avoir la puissance nécessaire pour fighter des gros poissons. Parce que même cette année, j'ai des randos pêche, j'ai des projets, puis il y a des lacs à Touladi sur mes trajets. Donc avec une canne numéro 3, un Touladi de 8 livres, 9 livres, 10 livres, c'est sûr et certain que je le perds. Alors qu'avec une 5 ultra rapide comme ça, je vais avoir assez de torque pour pouvoir la brider. Donc, premièrement, pourquoi j'ai choisi une 5? Deuxièmement, comme je pêche souvent en lac, il y a du vent. Fait que lancer une mouche dans le vent avec une numéro 3 versus avec une numéro 5, c'est comme comparer des pommes et des oranges. C'est beaucoup plus facile avec une numéro 5. Et vous allez voir, on va parler de la soie que j'ai choisie tantôt. Donc, le vent était un autre facteur pour lequel j'ai décidé d'opter pour une 5. Également, la polyvalence. Avec une canne numéro 3, lancer une Blue Wing Olive numéro 18, c'est un charme. Mais lancer un Woolly Bugger numéro 2 bidé, là c'est un autre paire de manches avec une numéro 3. Alors qu'avec une numéro 5, je peux lancer des grosses mouches, je peux lancer des moyennes mouches, je peux lancer des petites mouches, je peux lancer des mini-mouches, des chironomides si je veux, puis je peux lancer des gros streamers. Donc, c'est une autre raison pour laquelle j'ai choisi cette canne-là, une canne numéro 5, pour avoir de la polyvalence. Maintenant, pourquoi j'ai choisi 9 pieds? J'aurais pu prendre une 8 pieds et demi pour sauver quelques grammes encore une fois. Mais, comme je pêche en anneau-flottaison, on est très bas sur l'eau. Donc, on peut approcher les poissons de très très près. C'est ça l'avantage. Mais le désavantage d'être bas sur l'eau, c'est que on risque d'accrocher en arrière, on risque d'accrocher en avant. Donc, ce petit 15 cm-là m'aide quand je dois lancer dans des conditions un petit peu plus difficiles pour ne pas accrocher en arrière et pour ne pas accrocher en avant. J'aurais pu prendre une 10 pieds, mais là, 10 pieds, je trouvais que c'était exagéré un peu. Je trouvais que 9 pieds, c'était un bon compromis pour pêcher en anneau-flottaison. Puis finalement, l'action. Pourquoi j'ai choisi une action ultra rapide? Un peu pour les mêmes raisons que pourquoi j'ai choisi une canne numéro 5. Avec une canne à action ultra rapide, on peut vraiment réduire la boucle à son minimum. On peut vraiment faire des petites boucles, donc ça fend mieux le vent, c'est plus précis. Également pour combattre les poissons. Action ultra rapide, on a plus de torque. Ferré également. L'été, en plein cœur de l'été, quand je descends dans une fosse où il y a 30, 40, 50 pieds d'eau avec mes bouts plongeants, si j'ai pas quelque chose d'ultra rapide pour ferrer un poisson, c'est bien de valeur, mais je vais ferrer, puis le poisson va avoir eu le temps de recracher la mouche. Donc, dernière raison pour laquelle j'ai choisi une canne action ultra rapide, très très simple. Oui, on peut approcher les poissons de très proche, mais si une belle truite qui saute loin, à 70 pieds, c'est beaucoup plus facile avec une action ultra rapide d'arracher sa soie et de lancer à cette distance-là qu'avec une action rapide ou avec une action rapide moyenne. Donc c'est une des raisons également pour laquelle j'ai choisi une canne à action ultra rapide. Il y a sûrement des gens qui ne seront pas d'accord avec mon choix, mais moi je suis parfaitement... C'est vraiment une canne qui me va à merveille pour faire ce que je fais. Puis c'est une canne que je peux conseiller les yeux fermés. C'est vraiment une très très bonne canne. Alors voilà. Maintenant on va voir le sac de matériel d'hiver, le sac qui est attaché sous mon pack-sac avec les trucs qui n'ont pas besoin d'être dans un sac hermétique. Voyons maintenant ce que contient ce sac-là ici, le sac en nylon qui est attaché sous mon pack-sac. Donc mes souliers d'eau, ma pompe, mes palmes et mon épuisette. Voyons maintenant comment j'en suis arrivé à ces pièces d'équipement-là. Donc on va commencer avec les souliers d'eau. Donc mes premiers souliers d'eau que j'avais, c'était ceux-là ici. Les Speedo, classiques, que tout le monde prend à la piscine. Ces souliers-là pèsent 532 grammes. 532 grammes pour des souliers. Donc j'ai magasiné un peu, puis j'ai trouvé ceux-là chez Canadian Tire, qui étaient vraiment beaucoup plus légers, 400 grammes seulement, donc je sauvais 132 grammes. Donc j'ai utilisé ceux-là pendant toute l'année. Très satisfait, ils ont vraiment fait une bonne job pendant toute la saison. Quand j'ai commencé à cogiter comment je pouvais sauver du poids, là je me suis dit, des souliers, 400 grammes, il y a sûrement moyen de trouver mieux, mais c'est pas évident de trouver mieux. Mais j'ai magasiné, puis j'ai finalement trouvé ceux-là ici, qui font... j'ai hâte de voir s'ils vont faire la job, parce que le néoprène est pas mal plus léger, là, ça a l'air d'être du 2 mm. Puis la semelle de caoutchouc ici est un petit peu plus légère en dessous, mais il y a la semelle de caoutchouc néoprène, puis ces souliers-là, pèsent 182 grammes. Donc c'est vraiment génial, donc je suis passé de 532 grammes à 187 grammes
avec ces souliers-là ici. J'ai trouvé ça sur Amazon. Je redoutais un petit peu de voir la qualité, puis finalement, je pense que ça va faire la job. En tout cas, ça, on va le savoir dans le courant de l'année. Mais à 182 grammes, je ne demande pas mon reste. La pompe maintenant. C'est une pompe à double action, donc elle pompe autant comme ça qu'elle pompe comme ça. C'est une pompe qui vient avec des anneaux flottaison. Je trouvais ça un peu boring, fait que j'ai fait venir une pompe électrique, toujours sur Amazon. Elle marche super bien. Je me suis gossé un petit adaptateur comme ça pour pouvoir gonfler mon anneau de flottaison. C'est la Flex Tail Gear Max Pump 2. Elle pèse seulement 170 grammes. Puis l'avantage que j'ai avec cette pompe-là, c'est que pendant que je mets mes waders ou que je monte ma canne, mon anneau de flottaison se gonfle tout seul. Mais à 170 grammes, cet hiver, quand j'ai commencé à réfléchir, à essayer de raser encore plus de grammes, là, je me suis dit, cette pompe-là pèse seulement 103 grammes. Donc, je sauvais 60 et quelques grammes si je changeais. Donc, finalement, j'ai décidé de virer cette pompe-là. Je me suis mis un petit tape ici, puis je me suis gossé un adaptateur comme ça, que je peux mettre comme ça ici, puis je peux gonfler mon matelas. Les palmes maintenant. Les palmes, j'ai toujours les mêmes palmes depuis le début. C'est les palmes de marque Outcast, Backpack Fin, minimaliste, qui pesaient 528 grammes quand je les ai eues. C'est quand même rien. Mais après les palmes, c'est des grosses boucles en plastique avec un matériau, un nylon qui est très très épais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu les boucles, puis j'ai cousu seulement des boucles simples. J'ai mis des courroies en velcro. Puis c'est la seule modification que j'ai faite dessus. Puis mes palmes sont passées de 528 grammes à 510 grammes grâce à ce petit subterfuge-là. Puis ça fait parfaitement le travail. La puise maintenant. Donc j'ai commencé ma première rando, j'avais ma puise de tous les jours. Une super belle puise de fish pond, graphite, filet en caoutchouc pour faire de la remise à l'eau. À l'époque, je me suis dit, c'est une puise ultra légère vu qu'elle est en graphite. Mais elle n'est pas tout à fait ultra légère. Elle pèse 385 grammes. C'est le filet qui est très très lourd, là, on va s'entendre, un gros filet comme ça en caoutchouc. Mais c'est quand même la puise que j'ai pris pendant mes premières randos. Mais surtout, elle est très volumineuse, elle prend beaucoup de place. Je l'attachais à l'extérieur naturellement, je ne pouvais pas la mettre dans aucun sac. Je mettais d'une poche, puis je l'attachais avec des courroies. Mais ça faisait la job. Mais c'est à 385 grammes, ça n'a pas été trop long que j'ai magasiné, j'ai trouvé de quoi de mieux. Je n'ai pas magasiné loin, je l'avais dans ma cave, cette puise-là, ça fait super longtemps que j'avais ça. Donc cette puise-là ici pèse seulement 153 grammes. C'est une puise no-name. Donc c'est vraiment une puise parfaite. À 153 grammes, j'ai fait toute l'année avec ça, j'étais vraiment satisfait. Puis cet hiver, toujours en me cassant la tête, en cogitant pour essayer de raser encore plus de poids, je me suis dit, bon, 153 grammes, il y a peut-être moyen d'avoir mieux, on va magasiner pour le fun, on va se promener, on va aller voir sur Internet. Puis, Eureka, j'ai trouvé cette puise-là ici, qui est une puise fantastique. Cette puise-là pèse seulement 57 grammes. Donc, le manche est en graphite, le cerceau est en titane, et puis le filet est en nylon. C'est sûr que le filet, pour faire de la remise à l'eau, on oublie, mais moi, quand je fais de la remise à l'eau, de toute façon, je prends mes pinces, puis je décroche le poisson dans l'eau, le poisson ne sort même pas de l'eau. Habituellement, quand je puise une truite, c'est parce que je veux la manger. Puis, ça a l'air petit comme ça, comme puise, mais quand même, si on compare avec cette puise-là qui m'a servi pour des plus gros poissons, c'est la même grosseur, on peut voir, il manque juste cette partie-là ici qu'il n'y a pas. Puis sur le site internet du gars qui fait ça, parce que c'est homemade, là, c'est pas une compagnie, là, il fait ça pour lui et ses amis. Lui, c'est un pêcheur Tankara. C'est un gars d'Oregon. Sur son site internet, on voit une truite de 18 pouces dans sa puise. Donc, c'est sûr qu'elle est en demi-lune, elle est pliée, mais elle rentre là-dedans. Fait qu'une truite de 18 pouces, moi, ça me va. Puis il paraît qu'elle est assez solide là, pour tenir la truite de 18 pouces. Fait que, écoute, on va l'essayer, on va voir ce que ça va donner, mais à 57 grammes, je ne trouverais pas plus léger sur le marché. Elle est légère, elle ne prend pas de place, elle rentre dans mon sac parfaitement, elle n'est pas même plus grosse que mes palmes. Donc c'est vraiment la puise parfaite. On va voir ce que ça va donner, puis je vous tiens au courant. Alors voilà pour ce sac-là. Maintenant, on va voir le dernier sac. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est le dernier sac. On va voir mon coffre à pêche. OK, maintenant voyons le coffre à pêche. Alors c'est le contenu de ce petit sac-là, c'est vraiment rien. Mais je vous assure, avec ce matériel-là, je tire mon épingle du jeu du début à la fin de la saison. Il n'y a aucun problème. Je me rappelle quand j'ai commencé à pêcher, j'avais l'impression que plus j'avais de matériel, plus j'étais crédible. Ça, c'est mon matériel de pêche. Donc, on va commencer avec le plus important, le moulinet, naturellement. Alors, dans un premier temps, l'étui.
Alors l'étui de mon moulinet, comme vous pouvez voir, c'est très très simple. C'est un étui en papier bulle avec du velcro que j'ai mis pour pas qu'il sorte du sac pendant le transport. C'est vraiment fantastique. Le premier étui que j'utilisais pour mes moulinets, c'était l'étui d'origine. Naturellement, j'ai utilisé ça pendant une bonne partie de l'été. Cet étui-là pèse 40 grammes, juste l'étui. Puis à l'époque, je traînais toujours le moulinet, une bobine de soie plongeante, puis une bobine de soie intermédiaire. Donc, j'avais 3 étuis comme celle-là à 40 grammes. Puis après, j'ai pensé à me faire des étuis avec ce matériel-là ici. C'est un matériel que je me sers pour faire aussi mes casiers. Vous allez voir quand on va arriver dans le matériel principal. C'est ni plus ni moins que l'espèce de rideau qu'on met dans notre pare-brise pendant les canicules l'été pour pas que le char surchauffe. Ça pèse rien, ça, donc c'est vraiment génial. Donc, je mettais mes bobines là-dedans, mes moulinets là-dedans. Puis ces bobines-là pesaient 9 grammes. 9 grammes chaque. Donc j'en avais une pour ma soie intermédiaire, une pour ma soie flottante. J'en avais un pour mon moulinet carrément. Donc 9 grammes, c'était quand même bien. Mais ça, ça pèse 2 grammes. Puis ça fait la job parfaitement. C'est prouvé dans tous les déménagements, les trucs qui sont fragiles, les déménageurs mettent ça dans ce papier-là. Alors pourquoi je me casserais la tête avec des étuis comme ça, 9 grammes, alors que je peux avoir de quoi à 2 grammes qui fait le travail parfaitement. Donc, voilà, c'est l'étui de mon moulinet. Très léger. Maintenant, le moulinet comme tel, pour vous donner une idée, mon moulinet fait 98 grammes, le moulinet avec la soie dedans, et puis l'étui, avec cet étui-là ici. Donc ça pèse 98 grammes. Il faut savoir naturellement qu'il n'y a pas de backing dans mon moulinet, il n'y a pas de ligne de réserve, ça serait ridicule. Ça serait du pot pour rien. Le moulinet, naturellement, avec un petit centre, un petit moyeu, là, je mettrais de la ligne de réserve pour grossir le moyeu, mais moi, je ne veux plus rien savoir de ces moulinets-là. Ça fait longtemps que j'ai mis ça à poubelle. Tous mes moulinets, c'est des moulinets qui sont large arbor, qui sont à la bobine surdimensionnée. Celui-là, ici, il est full frame, donc quand je paume, quand j'ai des grosses truites puis je dois paumer, j'ai de la place pour paumer. Sur le marché, vous ne trouverez pas plus léger, c'est le Click 345. C'est un moulinet qui n'a pas de frein, donc c'est du poids en moins. Puis c'est un moulinet qui est fait en aluminium anodisé, très solide. C'est vraiment un moulinet qui est parfait pour faire ce que je fais. Maintenant, on va parler de la soie qui est dedans. Donc la soie que j'ai décidé d'utiliser, c'est une soie Rio InTouch Perception, le modèle Perception. Pourquoi j'ai pris ce modèle-là? Bon, pourquoi j'ai pris une touch? Une touch, ça veut dire quoi dans un premier temps? Une touch, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élasticité. Les avantages sont innombrables. Pensez juste à la sensibilité, pensez juste au ferrage, pensez juste au lancer, à la précision, au contrôle. C'est sûr qu'avec une canne à action ultra rapide, puis une soie qui n'a pas d'élasticité, je suis en business. C'est vraiment le nec plus ultra. Donc, maintenant, pourquoi j'ai choisi la perception? Il faut savoir que c'est une tête qui est très très agressive. Pour vous donner une idée, la tête fait seulement 36 pieds, donc c'est vraiment très très compact. Et puis, le corps de la soie fait seulement 22 pieds. Donc, je vous disais tantôt qu'avec un anneau de flottaison, l'avantage c'est qu'on peut approcher les poissons de très très près. Avec une soie agressive comme celle-là, ça part. C'est vraiment pour ça que je voulais avoir quelque chose de plus compact possible. Aussi, pour lancer dans le vent, on en parlait tantôt. Naturellement, je fais des compromis. Je perds beaucoup en délicatesse, puis je perds beaucoup aussi en contrôle. C'est faire des amendements. Avec ça, c'est plus difficile qu'avec une soie qui a une tête de 45-50 pieds. Mais en lac, on fait rarement des amendements. C'est très très rare que je vais avoir des amendements à faire. Puis au niveau de la délicatesse, je vais tout simplement allonger mon bas de ligne. Puis il faut savoir aussi que quand on pêche des lacs où il y a zéro pression de pêche, les truites sont pas mal moins spooky. Donc, ça ne me dérangeait pas de faire ces petits sacrifices-là pour avoir une soie efficace à courte distance, efficace dans le vent. C'est ça que je visais surtout. Maintenant, parler des bas de ligne que j'utilise. Alors, les bas de ligne que j'utilise, c'est des bas de ligne Rio toujours, 9 pieds. Ceux-là, ils se finissent en 3X, à peu près 10 livres-test. Puis naturellement, j'ai des bobines qui me permettent de les allonger à ma convenance, parce que c'est très très rare que je pêchais avec du 3X. Donc, j'utilise ces bobines-là pour allonger mes bas de ligne. Mon matériel à bas de ligne, c'est le Rio Powerflex que j'adore, que j'utilise depuis des années, puis qui fait la job parfaitement. Sauf que, une bobine comme celle-là, avec l'élastique, parce qu'on n'a pas le choix d'avoir d'élastique, parce qu'il n'y a pas rien pour pincer le fil. Donc, une bobine comme celle-là, vide, pèse 10 grammes. Vide, 10 grammes.
Alors que j'ai trouvé, je suis allé magasiner dans ma cave, dans mes vieilles affaires, j'ai trouvé ces bobines-là, je pense que c'était du fil tortue à l'époque, je ne sais pas trop, mais avec un petit pince-fil, donc je n'ai pas besoin d'avoir d'élastique dessus, puis cette bobine-là pèse seulement 4 grammes. Donc 10 grammes, 4 grammes. Donc ce que je fais, c'est qu'avec ma perceuse, avec ma drill, je fais mes transferts. Faire un transfert de fil, ça me prend même pas 30 secondes, puis c'est fait. Puis comme ça, je peux avoir des bobines qui sont beaucoup plus légères, aussi beaucoup moins volumineuses. On regarde le volume, c'est évident, beaucoup moins volumineux. Donc je peux arriver à avoir la qualité de ce fil-là dans ces bobines-là qui sont beaucoup plus pratiques pour faire ce que je fais. Donc pour vous donner une idée, là, les 4 bobines pèsent 30 grammes remplies. Là-dedans, ça va jusqu'à 6x. Avant, je traînais mes soies plongeantes, vous vous rappelez ce que je disais dans ces étuis-là. Mais tout ça, ensemble, ça faisait 150 grammes. Cet hiver, en réfléchissant comment je pourrais raser encore plus de grammes, j'ai pensé au fameux bout plongeant. Puis, je suis allé faire des tests en piscine avec un masque et puis un tuba, puis je suis allé voir un peu comment ça réagissait. Donc, c'est très très simple. On fait un boucle à boucle. Ces bouts plongeants-là ont 12 pieds. J'en ai de différentes densités. J'ai mon intermédiaire, 1,5 pouces seconde. J'ai mon ultra rapide qui va plonger à 7 pouces seconde. Puis j'ai un qui va plonger à 4 pouces seconde. On peut même rabouter, là, on peut même les mettre un à la suite de l'autre pour faire une belle soie à densité compensée. Là, ça fait la job parfaitement. Comme je vous dis, j'ai testé en piscine. Donc je suis aussi efficace avec ça qu'avec ça. Mais je suis passé de 150 grammes à ça, croyez-le ou non, 15 grammes. Donc vraiment, je sauve énormément de poids. Puis ça fait la job aussi bien. Pour ceux que ça intéresse, c'est les bas de ligne, c'est Rio qui fait ça encore. C'est les bouts plongeants pour truite. Donc vous allez voir, 12 pieds de long, vous avez le choix, il y en a de 8 pieds, puis il y en a de 12 pieds si je ne me trompe pas. Il faudrait vous regarder pour être certain. Puis il y a toutes les densités, de l'intermédiaire jusqu'à 7 pouces seconde. Donc c'est très très efficace. C'est ça que je traîne maintenant. Concernant les soies, je ne pars jamais sans une petite lingette comme ça, qui me permet de nettoyer mes soies, puis de les lubrifier. J'ai fait venir une cinquantaine de ces petits paquets-là, puis j'en ai toujours un sous la main. Surtout quand je pars pour 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est toujours pratique parce qu'une soie qui glisse mal, quand on pêche à la sèche surtout, ou quand on pêche puis il faut être très très précis, c'est vraiment frustrant. Alors qu'avec ça, pas de problème, je peux nettoyer ma soie sur le fly, la lubrifier, puis bingo, on repart, puis je suis précis comme une horloge suisse. Aussi, mon Top Ride, naturellement, ceux qui ne connaissent pas le Top Ride, c'est une espèce de poudre disséquante quand on pêche à la mouche sèche. Si on a pris une truite puis il y a du limon après sa mouche, elle ne flotte plus, ou si à force de pêcher, elle s'est imbibée d'eau, ça c'est vraiment génial. On ouvre le petit couvert, on met la mouche dedans, on n'a même pas besoin de la détacher du bas de ligne, là, on le ferme, on le shake, on la ressort de là-dedans et on la met à l'eau puis ça flotte comme un bouchon. C'est fantastique. Je prends une pénalité importante parce que regardez la bouteille et tout, mais vraiment je partirais plus sans ça, ça fait vraiment partie de mon attirail. Autre pièce d'équipement que je ne peux pas me passer, c'est mes fameuses loupes grossissantes. Alors j'ai pris ce modèle-là ici, qu'on vient clipper sur la palette de la casquette. On peut rabattre puis baisser à sa guille avec un petit linge comme ça pour pouvoir les nettoyer puis nettoyer la lentille de ma caméra et tout. Ça me suit partout. Donc ça c'est indispensable. Quand j'attache une mouche numéro 18, même en plein soleil, ça me prend ça. Même quand j'attache une mouche numéro, je sais pas moi, 10, puis il commence à faire un petit peu brun, là, faut que je mette ça, j'ai pas le choix. Un vieux monsieur, c'est un vieux monsieur. Et oui, c'est la vie. Tout le monde s'en va là. Autre pièce d'équipement aussi, le zinger. Naturellement, j'aime avoir à portée de main mes outils. Là, vous allez dire, oui, mais il est vide ton zinger. Oui, il est vide mon zinger. Avant, dans mon zinger, j'avais mes forceps que je clippais après ma chemise, puis j'avais mon coupe-fil qui était après le zinger. Ça pèse 15 grammes les deux, c'est ultra léger. Mais j'ai trouvé une façon, encore cet hiver, en cogitant comment je pouvais raser des grammes, j'ai trouvé une façon de virer ça. Il est très très simple. Je traîne cet outil-là dans tous mes randos, il y a un petit mousqueton intégré, je clip ça après mon pack-sac à l'extérieur, puis c'est toujours à portée de main, parce que les couteaux que je traîne, j'ai des lames. Donc j'ai pas d'outils, c'est pas un couteau suisse. Ça me prend des lames spécifiques pour éviscérer mes gibiers et puis mes poissons. Donc j'ai pas d'outils comme tel. Donc les outils que je traîne, c'est ça ici. Ça s'appelle le Letterman PS, le modèle PS. Donc c'est vraiment fantastique. J'ai des forceps après, regardez, c'est pas plus gros que mes forceps.
Donc ça fait la job. J'ai un cutter après ça si je veux. Pour couper mon fil, j'ai plus besoin de coupe-fil. J'ai des petits ciseaux super précis. J'ai la lime en plus, une petite lime en pierre de diamant qui fait parfaitement le travail. Donc cet outil-là est toujours sur mon pack-sac. Et quand que je vais à la pêche, je la clip sur mon zinger. Je mets ça ici. J'ai toujours accès à mon outil. Donc c'est pour ça que je traîne un zinger vide. L'autre affaire que je traîne tout le temps, c'est des petits pois. Là-dedans, j'ai 4 petits lestes B, puis 4 petits lestes BB avec des oreillettes pour pouvoir les utiliser, les réutiliser à ma guise. Donc, vous voyez, j'ai fait la saison avec ça. Il y en a toujours 4 BB puis 4 B. Donc ça, je pars jamais sans ça. J'utilise surtout ça en rivière quand je pêche à la nymphe. J'en ai toujours à disposition. Ça peut être pour corriger la profondeur d'un bout plongeant. Donc, c'est très, très pratique, des petits lestes comme ça fendus. Dernier produit, avant la boîte à mouches, c'est ça ici que j'utilise pour... je prends un mousqueton après ma puise, puis je prends le mousqueton après la D-ring sur mon anneau flottaison qu'on a vu tantôt, de telle sorte que je peux aller puiser mes poissons, et puis je ne perdrai pas ma puise si jamais je l'échappe. Ça serait très dramatique en plein milieu d'un voyage. Donc je m'assure avec ça de ne pas perdre ma puise. C'est des mousquetons qui sont fantastiques en passant. C'est des mousquetons que j'ai trouvés chez Mec, à la caisse. Ça faisait longtemps que je cherchais des mousquetons solides, légers, puis j'arrivais pas à en trouver. Puis quand j'en trouvais, la partie mobile du mousqueton finissait tout le temps par lâcher. C'est la première affaire qui lâche. Ça, ces mousquetons-là sont avec une petite vis comme ça. C'est vraiment génial. Donc ça, non seulement ça ne brisera pas, ou en tout cas ça risque moins de briser, mais en plus ça solidifie le mousqueton. Et surtout, ils pèsent seulement 2 grammes ces mousquetons-là. C'est plus léger encore que les plus légers que j'avais trouvés avec la fameuse petite barre là, qui lâche tout le temps. Donc c'est chez Mec, c'est vraiment trippant. J'en ai acheté une dizaine pour de multiples usages. C'est vraiment des mousquetons vraiment géniaux. Ah oui, en passant, ça pèse seulement 8 grammes. Puis avant, j'utilisais ce cordon élastique-là, justement avec un mousqueton là, qui a lâché. Là. Puis comme ça pesait 20 grammes. 25 grammes, même si je ne me trompe pas. Donc 9 grammes, je l'ai gossé à la main, celle-là, avec, puis ça fait la job parfaitement pour ce que je veux. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va terminer avec la boîte à mouches. Alors voici ma boîte à mouches. Quand j'ai commencé à faire ma première randonnée, j'avais 5 boîtes à mouches. Ridicule. Là, j'ai dit non, faut que... Fait que j'ai vers... le début de l'été, parce que j'ai commencé au printemps très tôt, début de l'été, j'étais rendu à 3 boîtes à mouches. Puis dans le milieu de l'été, je me suis dit, fini, là, c'est ridicule, ça prend de la place. Puis je me sers pas du 7/8e de ce qu'il y a là-dedans. Fait que j'ai dit, là, il faut que je me creuse la tête. Puis je vais me faire une boîte à mouches. Puis elle va servir à toutes les sauces du début de la saison jusqu'en fin de saison. Donc la voici. C'est vraiment un exploit. Là, je suis capable de me démerder avec ça pour toute la saison complète. Donc, on va parler de la boîte à mouches en premier. C'est une boîte à mouches en plastique avec une petite paroi comme ça pour séparer les sèches des noyés. Les sèches, on ne veut pas que la mouche soit dans le casier compressé, de sorte qu'on la prend puis les hackles sont tout croches. Une mouche sèche, il faut que les hackles soient parfaitement droits, sinon elle ne fait pas sa job. Donc, c'est l'avantage d'avoir cette boîte-là, c'est que j'ai des compartiments comme ça où je peux mettre mes sèches, puis je peux les protéger avec cette cloison-là ici. Puis de ce côté-là, c'est un foam où je peux piquer tous mes noyés, mes nymphes, mes streamers. Donc ça, c'est vraiment génial. Maintenant, on va voir le contenu de la boîte. Qu'est-ce que je traîne comme mouche? Donc, au niveau des sèches, j'ai des Blue Wing Olive Parachute numéro 18. J'ai des Blue Wing Olive classiques numéro 14. J'ai de la Pale Evening Dawn et de la Pale Morning Dawn dans le 16. De la Light Kale Parachute dans le 12. De la Quill Gordon dans le 14. De la Belle Grosse Green Drake dans le 10. J'ai de la Hendrickson dans le 14. Puis de la Marge Brown dans le 14. Dans les Stonefly, maintenant, les plécoptères, au niveau des sèches, j'ai des foam rugs, j'ai une foam rug stone numéro 8, des stimulators avec pattes et sans pattes dans le 8 toujours. J'ai des Golden Stone Buried Legs dans le 6, c'est une sèche en foam. Puis j'ai de la MS Stone en 8 également. Au niveau des trichoptères maintenant, des Cadis, j'ai de la Elker Cadis dans le 12 jusqu'à 16, de la X Cadis dans le 16, une mouche vraiment super que j'ai découvert dans l'ouest. De la High-Vice Cadis dans le 16 toujours, puis de l'oreille de lièvre qui m'ont été offerts par des potes français.
Eux, ils pêchent ça à toutes les sauces. Là. Moi, je les utilise comme calice. De 14 à 20. Maintenant, au niveau des terrestres, j'ai de la para-ant, de la fourmi en 20, de la Chernobyl ant en 8, puis de la parachute hopper, de la sauterelle en 6. Au niveau des libellules, des odonates, j'ai de la damsel adulte dans le 12. Les streamers maintenant, j'ai du modelumeno dans le 10 puis dans le 8, de la Wallybugger dans le 8 de différentes couleurs, de la Bonnie Leech dans le 6, de la Black Nose Dace dans le 6, Mickey Finn 6, VSQB bien sûr dans le 2, de la Andrea dans le 8, un streamer que j'adore, que j'ai découvert récemment, de Just Keep Swimming dans le 4, de différentes couleurs, de la Bow River Bugger dans le 6, de la Precious Metal dans le 4, puis de la Egg Sucking Leech dans le 8. Les nymphes, j'en ai pas 1000, j'ai les meilleurs, de la Pheasant Tail 12-14, de la Golden Stone, ceux qui me connaissent, vous savez que c'est ma nymphe de prédilection. J'en ai avec des pattes, pas de pattes, avec une bille, pas de bille, dans des grosseurs 8 à 12. Voilà, alors c'est ma boîte à mouches. Puis vraiment là-dedans, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux, pour tirer mon épingle du jeu du début de la saison à la fin de la saison. Fait qu'on va clore cette vidéo-là avec une pièce d'équipement que je traîne pas tout le temps. Parce que j'ai souvent accès à des cartes bathymétriques des lacs que je compte pêcher. Mais souvent, je vais faire des lacs dans le backcountry, vraiment, il n'y a pas de trail, je vais là avec mon GPS, je vais là avec ma boussole. Puis là, je n'ai pas accès à des cartes bathymétriques, alors dans ce temps-là, je vais traîner mon sonore. Croyez-le ou non, là-dedans, j'ai un sonore super performant qui marche avec mon téléphone cellulaire. Donc, comment ça fonctionne? C'est très très simple. Je vous montre. Petit sonore dans une étui papier bulle, toujours le même principe. Donc, voici le sonore, c'est le Deeper Pro. Ça pèse à peine 100 grammes, ce petit bidule-là. Avec ça, j'ai tout, absolument tout. La température de l'eau, la profondeur de l'eau, la composition du fond. S'il y a des poissons, il va m'avertir. Je peux même faire une carte bathymétrique de mon lac, si je veux. C'est une application que j'ai sur mon téléphone. Puis les deux fonctionnent ensemble. Donc j'ai acheté un case complètement imperméable pour mon téléphone que je garde dans mon cou ou dans une poche ou whatever. Puis j'ai toujours comme ça, je peux faire marcher les deux ensemble puis savoir exactement où je m'en vais. Donc voilà, ça complète mon matériel de pêche. Alors je vous rappelle, je suis passé de 18 à 10 à aujourd'hui 7,5 livres. Ça compte pas le sonore, mais c'est 100 grammes de plus. Donc c'est vraiment génial, c'est vraiment fantastique, je suis vraiment très très content. Donc on va voir dans une prochaine vidéo mon matériel de chasse ultra léger. Ça aussi, j'ai vraiment beaucoup cogité pour arriver où je suis rendu aujourd'hui. Merci à ceux qui ont regardé cette très longue vidéo. Il faut s'accrocher quand même, c'est beaucoup de contenu. Je suis content quelque part de ne pas avoir fait ça à l'extérieur, mais bien chez moi, et puis j'ai pu vous montrer l'historique de chacune des pièces d'équipement que j'utilise. Puis comme ça, ben, vous avez une petite idée à quel point c'est du travail, puis à quel point c'est satisfaisant. En tout cas, moi, je suis bien satisfait. 7,5 livres pour du matériel de pêche qui me permet de tirer mon épingle du jeu du début de la saison à la fin de la saison, qui me permet d'embarquer sur n'importe quel lac, qui me permet de faire des belles pêches presque à chaque fois. Je trouve ça vraiment phénoménal. Donc voilà, on se donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Matériel de chasse ultra léger. D'ici là, bon confinement. Ciao!